Bonjour à toutes et à tous dans cette troisième session de notre formation publique, l'Europe en clair. Aujourd'hui, on va parler de ce que fait l'Europe près de chez nous et pourquoi est-ce que ça nous concerne dans notre département, pourquoi est-ce qu'on devrait aller voter le 26 mai aux élections européennes. Et on va prendre un exemple qui est près de chez moi en fait, puisque j'habite au Perreux-sur-Marne dans le Val-de-Marne. Donc je vous propose de prendre le Val-de-Marne comme exemple. Et on va voir en 10 minutes, un peu plus probablement, comment est-ce que concrètement, on a 1000 raisons d'aller voter le 26 mai aux européennes si le Val-de-Marne compte pour nous. Et sachez que si vous ne venez pas du Val-de-Marne comme la plupart des Français, et je le dis en sachant que je viens de parcourir 30 départements sur l'Union européenne, sur l'Europe en France, eh bien vous êtes aussi directement concernés, puisque les exemples que je vais citer sont tout à fait retrouvables dans votre département, qu'il soit plutôt urbain ou rural, le Val-de-Marne étant un peu des deux. Alors, au tout départ, on se dit, pour le 26 mai, qu'est-ce qu'on nous dit de l'Europe au Val-de-Marne? Généralement, des gens comme ces gens-là, qui ont gagné les élections européennes, je vous le redonne, voilà, dernièrement, qui représentent un tiers de nos sièges, nous disent que, en gros, l'Europe, c'est ça. C'est un concombre, on va décider des diamètres, des centimètres des concombres et c'est tout, et ça nous prend toute notre liberté, notre souveraineté. Or, je vais vous montrer en fait que pas du tout, c'est beaucoup plus intéressant que ça l'Europe et c'est extrêmement concret. Par exemple, ici, j'ai ma carte Navigo et justement, dans le Val-de-Marne, eh bien, on est dans les grands projets du Grand Paris pour éviter d'avoir à passer 1h15 dans les transports, comme j'ai dû le faire moi pour aller d'ici à Choisy-le-Roi avant-hier ou d'ici à La Queue-en-Brie et Ormesson à la fin du département du Val-de-Marne pour moi il y a une semaine. Eh bien, on va construire plus de métros qui ne vont pas passer par Paris, mais plutôt qui vont passer de banlieue en banlieue. Et la Banque européenne d'investissement a du coup financer un prêt de 2 milliards d'euros pour l'État, pour la région, pour nos services publics, pour créer 68 gares de métro et 4 lignes. On les aura d'ici 2023-2025. Vous pouvez déjà avoir des constructions, par exemple, à Vitry-sur-Seine. Donc ça parle de mobilité, d'environnement, bien sûr de réduction de notre temps passé perdu quelque part dans les transports pour avoir une meilleure vie et aussi polluer moins en prenant moins la voiture. Ça, c'est un exemple concret. On parle de beaucoup d'argent et vous pouvez le retrouver aussi dans d'autres endroits de la France. On peut penser par exemple au train Strasbourg-Paris qui a été aussi cofinancé par l'Union européenne ou le nouveau Busway qui est un nouveau transport mi-tramway, mi-bus à Nantes. Tout ça est aussi cofinancé par l'Union européenne. Alors, on a énormément en fait de financement. Et là, on n'a que 10 minutes pour parler très concrètement de pourquoi aller voter le 26 mai. Or, on n'a pas 5, on n'a pas 10, on n'a pas 100 exemples. On en a en fait 1000 dans le Val-de-Marne, à peu près, sur les 7 ans de 2014-2020, qui nous montrent l'Europe concrètement dans le Val-de-Marne. Alors bien sûr, nos communes, nos collectivités, notre département, notre région, notre État, nos entreprises ne nous en parlent pas souvent, et c'est bien le problème, où on nous dit un petit peu n'importe quoi dessus. Donc, je vais vous donner juste quelques exemples, mais sachez qu'en participant à nos débats réels, par exemple à La Queue-en-Brie ou Ormesson, on peut aller plus en détail. Et si vous voulez en savoir plus, allez sur mon site chamseu.fr, section potions magiques. Je vous ai donné là-dedans un lien qui vous donne accès à tous les financements européens près de chez vous. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on a ? Pensons déjà contre-intuitivement, donc loin de Paris, on va près de la Seine-et-Marne, eh bien, dans le Val-de-Marne rural, eh bien, on a des aides européennes pour la politique agricole commune qui aident par exemple des jeunes agriculteurs à reprendre leur exploitation agricole. On a aussi des exploitations agricoles qui sont directement financées par le budget européen. En Île-de-France, 900 agriculteurs sont directement financés et 400 jeunes agriculteurs aussi. Alors ça, c'est pour, par exemple, un exemple agricole. Mais dans l'urbain, eh bien justement, on a un territoire qui est très inégalitaire et nous avons un problème d'accès de beaucoup d'entreprises à certaines zones résidentielles, par exemple à Alfortville où on était en décembre pour faire une sensibilisation du public à l'intérêt d'aller voter le 26 mai.
Et donc, à Alfortville, ainsi qu'à Vitry-sur-Seine ou à Ivry, il y a des subventions européennes qui ont permis à des entreprises de trouver dans du logement un endroit qui soit suffisamment moderne, aux normes, pour que les entreprises, par exemple, innovantes, spécialisées dans le numérique, dans les jeux vidéo ou dans le cinéma, il y a une école de cinéma, pour qu'elles puissent s'installer dans ces zones et donc les désenclaver, créer des emplois dans ces zones où il n'y a pas d'emploi. Par exemple, si on descend un petit peu vers le sud, on arrive à Fresnes, il y a la célèbre prison, la maison d'arrêt de Fresnes, qui, par exemple, a tout un programme européen de soutien des détenus pour la réinsertion sociale, pour que ces personnes-là deviennent, par exemple, électriciens. Et donc, malgré le fait qu'elles étaient en détention pendant beaucoup d'années et donc qu'elles aient peut-être perdu en capacité à revenir sur le marché du travail, eh bien, l'enseignement, la formation de ces détenus est prise en charge par l'Union européenne. Alors, on a tout autour de nous des exemples. C'est vraiment frustrant d'avoir juste quelques minutes pour vous dire parce qu'on a 1000 exemples et ils sont tous assez passionnants. On peut penser aussi au marché de Rungis, très très important, le plus grand marché de produits agricoles d'Europe, peut-être du monde, j'en sais rien. Et ce marché-là a aussi énormément de subventions européennes agricoles pour améliorer aussi les contrôles sanitaires et phytosanitaires et vétérinaires. Il y en a 10 000 de contrôles vétérinaires par an au marché de Rungis. Et tout cet environnement économique qui crée des centaines de milliers d'emplois dans notre département, mais aussi dans notre région. Orly, par exemple, est un aéroport qui est très subventionné par l'Union européenne pour les formations du personnel. Eh bien, ça crée de l'emploi, ça crée donc de la résilience par rapport aux crises économiques. Alors, tout ça, c'est des exemples qui sont locaux. Mais l'Union européenne, c'est absolument pas ça, c'est absolument pas une opération comptable. Parce que, par exemple, le Royaume-Uni qui quitte l'Union européenne et qui est contributeur net au budget, a bien du mal à la quitter puisqu'il veut toujours avoir accès, non pas au budget européen, mais à l'Union européenne parce qu'elle apporte énormément d'avantages de par ses lois, de par ses droits et ses libertés qu'elle nous confère à nous aussi Val-de-Marnais. Et donc, si j'avance un petit peu dans la logique, on arrête de penser au financement, on va penser plutôt aux lois européennes, parce qu'on n'en parle jamais des lois européennes. Il y en a 400 par mandat. Et ça tombe bien, c'est le Parlement européen qui les fait avec nos États. Ces lois européennes, elles vont par exemple décider de financer la recherche scientifique, qui est très importante. En Île-de-France, c'est 40% de la recherche en France. C'est un pôle de recherche leader au monde et en Europe, l'un des pôles dans le monde. Et donc, pour que l'Île-de-France concurrence d'autres pôles très compétitifs allemands ou néerlandais, eh bien, on a aussi beaucoup de subventions publiques. Si on regarde à travers les lois, en fait, ça touche un petit peu de tout. On a beaucoup de voitures autour de nous. Eh bien, cette voiture-là aussi, si son moteur pollue trop, on peut aussi mieux le réguler et s'imposer par rapport aux lobbies très très puissants de l'automobile, mais qui ne sont pas plus puissants que l'Union européenne pour qu'ils soient aux normes. Si on regarde, par exemple, là, j'ai mon vieux Nokia, un très très vieux Nokia. Il y a quelques années, on n'avait pas en fait d'indépendance par rapport à l'armée américaine pour se géolocaliser avec le vieux GPS qui a 3 mètres de distance. Maintenant, on géolocalise à 10 cm près grâce à 26 satellites européens du programme Galileo. Ça touche à notre quotidien, mais forcément, ce n'est pas spécifique à un financement européen dans le Val-de-Marne. C'est l'Agence spatiale européenne qui est basée à Paris, qui va prendre un financement qui va faire que les satellites européens à Kourou vont être lancés. Et ensuite, on va en avoir les retombées des années plus tard. Un autre exemple, par exemple, aujourd'hui, j'ai eu de la chance, j'ai eu un petit peu de temps, je suis allé à la piscine. Eh bien, là, j'ai ma carte de piscine, voilà la preuve, j'y suis allé. Les lois européennes font que dans toute l'Union européenne, on peut avoir des normes minimales strictes en matière sanitaire, en fait, pour être sûr d'aller dans une piscine qui n'ait pas d'épidémie, de microbes, etc. Un autre exemple qui touche à tout le monde de lois européennes et d'institutions, si vous voulez, c'est notre accès à des prêts. Si on veut, par exemple, faire un prêt pour acheter une voiture neuve, grâce à l'euro, ça coûte moins cher. Les taux d'intérêt sont plus faibles. Et la valeur, en fait, de notre monnaie, l'euro, étant forte, nous pouvons nous endetter davantage pour
moins en termes de taux d'intérêt que nous allons contracter. Alors concrètement, ça veut dire que quand vous voyez vos clés, par exemple, vous pouvez penser à l'Europe en disant l'Europe aide à accéder à la propriété privée tant qu'on a l'euro, puisqu'avec le franc, bien sûr, on avait aussi accès, mais avec des taux plus élevés. Alors là, on rentre dans l'économie, ça peut être un peu plus sec, moins sexy, mais c'est très utile d'avoir à payer l'essence moins cher grâce à l'euro. Et l'essence, on la paye aussi dans le Val-de-Marne. C'est une grande surprise pour vous, je sais. Et dernier petit exemple, moi j'aime beaucoup le basket. J'étais en division 1 du Val-de-Marne. Et justement, je peux vous dire que, alors pas dans le basket parce que c'est pas un empire comme le football, mais dans le football par exemple, il y a beaucoup de gens dans le Val-de-Marne qui aiment regarder le foot et qui n'aiment pas par contre quand ils pensent parier sur telle et telle victoire du PSG ou d'autres clubs de foot, ou l'OM par exemple, pour pas faire de jaloux, n'aiment pas que en fait, le résultat soit truqué. Or justement, il y a des trucages très importants pour que sur les sites en ligne, en fait, des accords d'organisations criminelles qui sont aussi très très proches malheureusement parfois de nos organisations de football internationales ou européennes, eh bien truquent ces résultats pour empocher beaucoup d'argent. Et du coup, le Parlement européen a régulé ça en renforçant la coopération de nos polices au niveau européen contre ce qu'on appelle le trucage des résultats des matchs. Voilà, donc vous voyez en fait l'Europe c'est des financements locaux dans le Val-de-Marne, il y en a beaucoup, à Thiers pour les voies vertes des bus, probablement à Vincennes par exemple dans beaucoup d'autres entreprises de recherche, par exemple pour restaurer le château de Vincennes, le donjon château de Vincennes, pour baliser un très beau chemin pour les touristes qui veulent visiter à Dijon, au château de Vincennes, ce donjon qui est le plus haut d'Europe, par exemple. Donc vous y trouverez aussi des touristes d'ailleurs allemands, tchèques, qui viennent aussi parce que c'est facile d'aller venir dans l'Union européenne quand on est un citoyen européen. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur tous ces exemples ultra concrets, mais vous voyez, ne me dites pas que l'Europe, c'est pas concret. Un dernier exemple qui est assez drôle, puisque vous voyez souvent dans les bus, dans les RER, dans le Val-de-Marne, des gens qui écoutent de la musique. Le fait d'écouter de la musique, ça vous paraît banal, mais en fait, ça l'est pas. Beaucoup d'entre nous, parfois, on télécharge des contenus qui peuvent ne pas être légalement acquis. Et il se trouve que la loi Hadopi allait en fait autoriser l'administration à couper Internet, tout simplement, tant qu'on n'a pas payé l'amende pour avoir téléchargé ne serait-ce qu'un morceau de musique. Eh bien, après, le Parlement européen, grâce à un amendement gagné par Cohn-Bendit, l'amendement a été proposé et défendu par Cohn-Bendit sur le paquet télécom, nous avons réussi à proclamer un droit nouveau de chaque internaute, c'est le droit d'avoir accès à Internet. Et donc on ne coupe pas l'accès à Internet sans que la justice intervienne pour autoriser l'administration à couper Internet. Et donc on est obligé, au niveau européen, donc au niveau aussi français, de faire la chasse aux vendeurs de contenus illégaux qui en font leur propre business, mais pas de s'attaquer aux individus eux-mêmes. Donc vous voyez, il y a plein de différentes manières. Je n'ai pas non plus parlé des droits de nos détenus en prison qui parfois sont pas du tout respectés. Et du coup, condamnation de la France, par exemple près du Val-de-Marne, à Bobigny, au commissariat de Bobigny, la France a été condamnée et après 7 ans d'attente dans la justice française, eh bien finalement l'Europe est venue protéger les droits fondamentaux de la famille de Ahmed Selmouni, qui avait été victime de maltraitance et aussi de torture. Et donc, les officiers de police français responsables de cet acte ont été non seulement effectivement entraînés en justice, mais ont été condamnés à de la prison ferme et de la prison avec sursis. Donc, vous voyez, ça touche beaucoup de choses. L'égalité homme-femme, par exemple, l'égalité salariale, lutte contre les discriminations. Et ce sont des arrêts qui sont concrets dans les tribunaux que nos juges utilisent chaque jour pour nous protéger davantage. Tout cela, c'est lié à la politique. Et donc, on passe à notre dernière partie. Je sais qu'on a déjà dépassé les 10 minutes. Pourquoi aller voter le 26 mai pour tel ou tel parti? Alors, on peut regarder déjà les députés européens qui sont censés nous représenter depuis 2014, puisque les dernières élections étaient en 2014, en Île-de-France.
En Île-de-France, on a 15 députés européens qui nous représentent donc à Strasbourg et qui sont censés préparer des lois européennes, influencer pour amener une vision val-de-marnaise ou de gauche, de droite, écolo ou xénophobe au niveau du Parlement européen pour faire porter notre voix en Europe et dans le monde. Force est de constater qu'il y en a peu qui sont connus. Si je vous dis Alain Lamassoure, Jean-Marie Cavada, Maëlle de Sarnez, Pervenche Berès, Patrick Le Yarrick, ou Aymeric Choprade ou Jean-Luc Schaffhauser, peut-être que vous ne les connaîtrez pas. Il y en a qui sont actifs, mais je voudrais juste, puisque c'est une formation transpartisane, vous parler de ce qui me pose le plus problème. Le plus grand groupe nous représentant au Parlement européen, au niveau national, c'est le Front National, qui a un tiers de nos sièges. Le tête de liste du Front National, de la liste Front National en Île-de-France, Aymeric Choprade, est un homme qui non seulement n'a pas fait de rapport, n'a pas du tout travaillé pendant 5 ans au Parlement européen, mais qui pense que le 11 septembre est un complot sioniste contre les États-Unis. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Vous imaginez ce qu'on amène au Parlement européen en votant pour eux ou en laissant des gens voter pour eux. Vous avez en numéro 2 de cette liste, Jean-Luc Schaffhauser, un député FN qui a amené 9 millions d'euros de banques russes, telles que prouvées par Mediapart, et d'autres journaux également, au Front National, qui est aussi un homme qui nous parle toujours de thèses complotistes au Parlement européen qui n'amènent rien. De l'autre côté du spectre politique, et je ne parlerai pas de ceux qui sont au milieu, vous avez un député de la gauche et de la gauche qui a fait 0 question parlementaire en 5 ans, alors que le Parlement européen est censé contrôler l'exécutif européen, la Commission européenne, les États, les 28. Et en même temps, il est 560e sur 750 députés en matière de participation au vote, et il n'a fait qu'un seul rapport en 5 ans. Donc voilà, je m'arrêterai là parce que c'est une formation transpartisane. Je vais passer aux questions, mais j'espère que c'est assez d'exemples pour vous motiver à aller voter pour une vision qui soit celle d'un Val-de-Marne, par exemple, qui veuille défendre le multiculturalisme, défendre notre fierté de venir de plusieurs religions, de plusieurs cultures, athées ou pas, juifs, musulmans. Cette vision-là spécifique, ça veut dire que l'Europe doit être intraitable par rapport à Viktor Orban en Hongrie, par rapport à Matteo Salvini en Italie, par rapport à notre propre extrême droite. Faire très attention à la démocratie. Ça, c'est une vision qui est très très concrète lorsqu'on commence à interdire l'avortement ou à chercher à l'interdire au nord de l'Italie, par exemple, comme on en parlera très bientôt à Nogent-sur-Marne. Donc, toute cette vision-là, et aussi, pourquoi pas avoir un budget européen ambitieux, beaucoup plus important, pour aider à continuer à désenclaver nos cités dans le Val-de-Marne, continuer à investir dans la recherche publique dans le Val-de-Marne. Ce sont des subventions qui sont très importantes européennes, mais moi j'aimerais bien les doubler, les décupler. Or, pour ça, il faut bien sûr avoir des partis qui soient pro-européens élus. Or, la moitié des Val-de-Marnais, plus d'ailleurs, ne sont pas allés voter en 2014 aux européennes. Maintenant, on va passer aux questions. Et je sais que j'ai donc pris un peu plus de temps, mais vous voyez, le sujet est assez riche. Alors, j'ai une question de Jocelyne. Alors, un référendum lors des élections européennes serait une bonne idée? Non, permet une meilleure participation électorale notamment. Alors, un référendum lors des élections, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Parce que un référendum, c'est une question binaire, généralement, parfois avec 3 questions. Une élection européenne, ça vous donne un choix encore plus riche entre, par exemple, 8 listes différentes qui va influencer beaucoup de votes pendant 5 ans. Ça va influencer des votes qui vont peut-être décider d'imposer aux GAFA de rémunérer nos journalistes, par exemple, en circonstance, ou de pas du tout avoir d'Union européenne et de la quitter, comme le veut de facto le plus grand siège, le plus grand groupe qui nous représente au Parlement européen. Et ça a des conséquences, on le voit avec Brexit. Donc je pense que l'élection est beaucoup plus intéressante qu'un référendum, même si un référendum peut être très intéressant si les gens comprennent les enjeux et qu'ils soient locaux, qu'ils soient très très clairs pour les gens. Ensuite, comment avoir une meilleure participation électorale? Alors il faut savoir que si on lit ça au référendum, parce que c'est la question de Jocelyne, les référendums locaux en France ont une très faible participation en fait.
20%, 15%. Et les maires aimeraient bien mobiliser davantage les gens. Et donc c'est pour ça qu'on fait cet échange, pour essayer de trouver des arguments concrets pour mobiliser les gens très très concrètement sur le 26 mai. On a une question donc de Jasser. Pourquoi ce n'est pas à l'État français de lancer ces projets directement sans passer par l'Europe? Très bonne question. Les projets financés par l'Europe, vous voyez, il y a des projets qu'on ne peut pas financer au niveau français. Par exemple, le programme Galileo, qui nous permet de nous géolocaliser très précisément dans le monde, de sauver des vies, par exemple les gens qui sont dans les logements insalubres écroulés à Marseille il y a quelques semaines, on va les retrouver plus rapidement avec un signal balistique beaucoup plus précis grâce à notre technologie satellitaire. De même, retrouver des gens dans la mer, retrouver des gens perdus après une avalanche, actuellement on en parle beaucoup, dans les Alpes ou les Pyrénées. Et donc ces exemples-là, il faut les financer avec 26 satellites européens qui nous coûtent 20 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on peut remplacer ça par 20 milliards d'euros au niveau français? On ne peut pas. Donc vous avez des exemples assez clairs comme ça. Et puis vous avez effectivement du saupoudrage, des aides européennes qui vont aider, par exemple, à construire notre métro dans le Grand Paris. Ce sont des politiques européennes qui sont démocratiquement adoptées par notre gouvernement et aussi nos députés européens. Et eux, au fur et à mesure des années, votent des politiques européennes. Ces politiques européennes, elles disent quoi? On veut soutenir la mobilité. On veut lutter contre le réchauffement climatique. Donc, comment est-ce qu'on va aider à cette transition climatique, cette transition énergétique? On va financer des grandes infrastructures, par exemple, qui permettent aux personnes de prendre des transports durables, d'investir dans le logement passif, d'investir dans des ampoules qui ne sont pas énergivores, d'investir dans de désinvestir dans le plastique. Alors, au niveau local, on peut croire que c'est du saupoudrage, à juste titre, quelque part, parce que l'État français pourrait le faire, mais c'est une politique européenne qu'on a décidé de faire tous ensemble au niveau européen. Ensuite, une question de Estelle Legrand. Pourquoi les subventions européennes financées par les budgets nationaux seraient plus efficaces que les subventions nationales? Je viens d'y répondre. C'est un budget d'investissement. On a 150 milliards d'euros au niveau européen, c'est 1% de notre PIB, ou par exemple un café par jour comme coût. Et c'est un investissement qu'on ne peut pas faire au niveau national. On ne va pas faire 26 satellites européens au niveau national. L'État français ne va pas pouvoir investir 10 milliards d'euros dans notre agriculture chaque année. Et donc à la place, on mutualise nos forces au niveau européen pour investir dans nos priorités européennes. Une alimentation saine, une agriculture productiviste et durable. Et tout cela dépend, est-ce que c'est plus ou moins productiviste, plus ou moins durable, de vos votes, tout simplement. Linda pose une question. Comment expliques-tu que nos concitoyens se désintéressent jusqu'à aujourd'hui de cette élection? Eh bien, moi, Linda, je sais qu'on a beaucoup de politiciennes et politiciens qui nous disent un peu n'importe quoi. Et quand on nous dit que Bruxelles s'occupe de la taille, je vous le remontre, des concombres, alors que c'est faux. Hein. Les concombres peuvent tout à fait être plus petits, plus gros. On a beaucoup de fruits qui sont de tailles différentes dans les marchés. C'est juste une intox, en fait. Je comprends que ça n'incite pas les gens à aller voter. Mais si on dit aux gens, vous savez, il y a un tiers de vos sièges qui sont d'extrême droite, qui véhiculent un message absolument pourri de ce que veut la France, de ce que veulent les Français en Europe. Et qu'on est dans une situation où Poutine essaye avec les médias de désinformer, d'inciter à la haine contre les migrants, ou que de l'autre côté, Trump fait tout pour conforter l'extrême droite dans l'Union européenne en créant The Movement, qui est piloté par Steve Bannon, son ancien conseiller stratégique à Bruxelles. Quand on est dans cette situation-là, il faut donc réveiller les gens et leur dire pourquoi est-ce qu'on a fait l'Europe pour la paix, pour les libertés, pour protéger notre avenir, pour être fort économiquement par rapport aux géants. Et donc, il faut faire cet effort de pédagogie, d'honnêteté. C'est une histoire pour notre avenir, en fait, pour nos enfants et aussi par respect envers nos grands-parents, envers nos parents, qui, eux, ont connu une Europe toute différente. Ici, j'ai des photos de ma grand-mère strasbourgeoise à Strasbourg en 1945. C'était ça, l'Europe. C'était... En gros, 35 millions de morts en 6 ans, 6 millions de juifs exterminés industriellement. C'était ça l'Europe. On en vient
à peine, on vient de faire un miracle qui est la construction européenne. Si nous n'arrivons pas à persuader les personnes concernées, en fait, que la paix, elle est liée à l'Europe et qu'à partir du moment où vous avez Brexit, eh bien, l'Irlande du Nord commence à s'enflammer et que ça peut aussi s'appliquer à nous au long terme avec nos voisins allemands ou italiens, etc., eh bien, on aura raté notre mission, moi, je pense. Et puis, une question de Kylian Ansio. Le verrou de 1% du produit intérieur brut pour le budget de l'Union européenne est-il modifiable facilement? Alors ça, c'est une question bien technique pour les Français. En fait, le budget européen, il augmente nominalement, mais si vous voulez, par rapport à nos budgets nationaux, il n'augmente pas. Et nous dépensions ensemble au niveau européen plus il y a 20 ans qu'aujourd'hui. Et donc la question se pose, bien sûr que nous pouvons dépenser davantage au niveau européen pour faire des vraies politiques européennes, par exemple des champions industriels de la batterie électrique pour passer sans les Chinois, sans les Coréens, de manière indépendante à la voiture sans énergie fossile. Ça dépend de la volonté politique de nos représentants. Et en septembre dernier, par exemple, nos députés européens ont voté pour qu'il y ait des financements européens spécifiques pour aider les gens à acheter des voitures électriques moins chères, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez cher. Or, toute la question, c'est que si on veut augmenter vraiment notre pouvoir au niveau européen, il faut effectivement augmenter de plus de 1% de notre PIB, le budget européen. Alors, comment le faire? Moi, je vous dis, en s'engageant pour l'Union européenne, pour faire comprendre aux personnes qu'elle apporte et qu'elle n'est pas synonyme de problème, mais de solution. C'est bien ce qu'on voit au Royaume-Uni. Depuis Brexit, il n'y a que des problèmes qui se manifestent par la perspective de la fin de l'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. Donc, si on arrive à convaincre, on peut arriver à augmenter le budget européen considérablement, à faire par exemple des programmes européens qui vont avoir une vertu qu'on appelle anticyclique, qui vont pouvoir aider des régions paupérisées où il y a un taux de chômage fortement élevé, en ayant par exemple un fonds européen de garantie pour le chômage. Ce sont des rêves qui sont très ambitieux et qui ne pourront être faits que sur le long terme. Mais n'oublions pas que l'euro était un rêve complètement ambitieux dans les années 70 et que nous avons réussi à le faire et qu'il a non seulement survécu à la crise monétaire, mais qu'il est tellement réussi que nous sommes passés de 15 États à 19 États ayant l'euro après la crise financière. Et c'est la deuxième monnaie la plus puissante du monde, représentant à peu près 32% des transactions monétaires du monde. Donc, il faut être ambitieux, il faut se battre pour cette Europe ambitieuse, mais effectivement, avec des gouvernements qui n'ont qu'une vision intergouvernementale, on ne va pas augmenter notre budget si on continue dans cette spirale nationaliste où nos politiciennes et nos politiciens n'ont pas le courage ou n'ont pas la morale suffisante pour dire la vérité aux Français et aux Européens que l'union fait la force. Je vais prendre une dernière question très rapidement. Linda, y aura-t-il un effet gilet jaune sur l'élection européenne à venir? Moi, je pense que oui. On a déjà eu Brexit qui est vraiment un exemple où le populisme arrive à mobiliser des gens contre l'Europe en leur disant des mensonges, par exemple qu'ils auront un hôpital par semaine s'ils quittent l'Union européenne, de construit. Et on a déjà eu un effet de rejet très sourd mais réel de l'Europe, des élites, des grandes villes en 2014. Ça s'appelle le vote des Français aux européennes en 2014, puisque 25% des suffrages exprimés sont allés vers le Front National, dont le programme est extrêmement vague et juste de s'opposer sans vraiment avoir des alternatives concrètes qu'ils nous proposent. Et donc tout l'intérêt, c'est de montrer que les revendications des Gilets jaunes, qui sont en grande partie légitimes sur le pouvoir d'achat, peuvent être améliorées, peuvent être satisfaites si on travaille ensemble au niveau européen, puisque les problèmes sont les mêmes, qu'on soit en Allemagne ou au Royaume-Uni, en France, en Espagne. Les Européens veulent plus de pouvoir d'achat, c'est clair. Et donc c'est notamment en s'assurant que Apple paye ses impôts, par exemple en payant une amende de 13 milliards d'euros demandée par la Commission européenne pour distorsion fiscale, qu'on arrive à se réaffirmer au niveau européen, au niveau mondial.
On n'y arrivera que si on fait comprendre aux personnes que l'extrême droite et l'extrême gauche ne vont pas aller vers plus d'Europe, mais vers moins d'Europe et donc vers plus de division. Je vous remercie, je vais m'arrêter ici. Vous pouvez continuer dans les commentaires à poser vos questions et j'y répondrai au courant de la semaine, demain, et tout le monde pourra ensuite y contribuer dimanche qui vient à 18 h où nous parlerons d'un autre thème. Mais n'oubliez pas que tout ce que nous avons dit aujourd'hui est applicable à votre département aussi et que cette diversité-là, elle est aussi en Écosse entre des villes et les Highlands, elle est aussi en Allemagne entre des provinces rurales dans la Bavière et Berlin ou Hambourg. Toutes ces questions-là, elles sont communes aux Européens et donc c'est en vous mobilisant, en pensant européen que vous, je pense, trouverez que en fait, ça a tout son sens d'aller voter au niveau européen et que c'est très concrètement, on l'a vu, ça touche autant à nos matchs de foot qu'à nos voitures, en passant par la liberté de la presse. Merci beaucoup et à dimanche qui vient.